Honorable député de Rimouski, Néjet, Témiscouata, les Basques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis il me fait plaisir de me lever en chambre pour discuter justement de cette motion de déposition. Cette motion, en fait, qui porte sur le rapport qui a été publié par la banque CIBC et qui porte sur la qualité des emplois. On sait qu'on débat souvent ici en cette Chambre de la question des emplois. Le gouvernement aime bien se targuer de la création d'emplois qui a eu cours depuis le creux de la récession et on espère bien qu'il y aura une création d'emplois après une récession aussi sévère que celle que nous avons eu à passer. Mais il reste que, contrairement aux affirmations du gouvernement et des députés du gouvernement, la qualité des emplois joue un rôle principal sur le niveau de la vie dont nous bénéficions et le résultat n'est pas aussi franc et réussi que le gouvernement aime bien le prétendre. Si je me reporte à l'étude, en fait, de la CIBC, l'étude démontre clairement, de par leur indice de la qualité des emplois, que cet indice a diminué de façon importante depuis le début des années 90. On parle d'une diminution de 15 %, ce qui est quand même assez important, une diminution de 10 % depuis le début des années 2000. Et juste l'an dernier, donc la dernière année de l'indice, on a vu une diminution importante d'1,8 % malgré un nombre d'emplois créés qui, effectivement, est assez significatif. La raison, ce n'est pas l'efficacité du gouvernement et des politiques gouvernementales, c'est qu'en premier lieu, l'indice, lorsqu'on parle, par exemple, de la question des emplois à temps plein et temps partiel, les efforts du gouvernement ont encouragé de façon importante la création d'emplois à temps partiel, d'emplois mal rémunérés, et également a poussé beaucoup de Canadiens et de Canadiennes à choisir, de façon involontaire bien souvent, le travail autonome plutôt que le travail salarié. J'aimerais à ce point-ci, Monsieur le Président, vous souligner que je vais partager mon temps avec le député de Saint-Jean-Est. Merci. Si on prend la question des emplois bien rémunérés versus la question des emplois mal rémunérés, qui selon moi est centrale, et d'ailleurs la CIBC le reconnaissait, la CIBC a noté que la proportion des emplois mal rémunérés a été le double en termes de rythme de la croissance que celle des emplois bien rémunérés. Et un point important, je pense, qui souligne l'impact que ça a, également la perspective du gouvernement, qui selon moi est erronée à ce sujet-là, c'est toute la question de l'acquisition de Tim Hortons par Burger King. L'acquisition elle-même, on peut en débattre. Je pense qu'elle a des impacts négatifs et démontre en fait l'impact de l'imposition des sociétés, qui est un taux bien inférieur de celui des États-Unis et qui amène un phénomène qui s'appelle l'inversion de taxes, qui rend nos compagnies attrayantes pour des raisons fiscales pour les compagnies américaines. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous référer, Monsieur le Président, à une annonce qui avait été faite à la fin du mois de janvier par Burger King Tim Hortons et qui annonçait que 350 employés dans le secteur administratif bien rémunérés de Tim Hortons avaient été mis à pied. Et lorsque nous avons soulevé cette question dans cette Chambre, que nous avons posé des questions au ministre de l'Industrie, lui, tout fier, répondait qu'après des consultations avec la nouvelle compagnie issue de la fusion, il s'est fait promettre qu'il y aurait 500 nouvelles franchises au Canada. Lorsqu'on parle des 500 nouvelles franchises, Monsieur le Président, c'est exactement ce dont nous parlons. Des emplois qui sont précaires, qui sont souvent à temps partiel ou encore mal rémunérés. Alors, il comparait de façon positive ces emplois mal rémunérés et la création qu'il y aurait versus les 350 emplois de qualité, bien rémunérés, qui avaient été perdus en raison de cette fusion. Et c'est là, Monsieur le Président, où j'en arrive à dénoncer cette perspective du gouvernement que tout emploi est un bon emploi. Un emploi à temps partiel équivaut à un emploi à temps plein. Un emploi mal rémunéré, c'est la même chose qu'un emploi bien rémunéré. Monsieur le Président, la CIBC a fait un travail exemplaire pour voir l'image globale de la situation de l'emploi au Canada, qui va au-delà des anecdotes que le gouvernement aime bien nous apporter en cette Chambre. Un des éléments, en fait, qu'il nous apporte bien souvent, et on l'entend bien souvent dans la période de questions, qui n'est pas la période de réponse, parce que la réponse est tout à fait incohérente, on nous ramène à l'article du New York Times, publié en novembre dernier, qui parle en fait du fait que la classe moyenne au Canada est plus riche maintenant que la classe moyenne américaine. Ce qu'il néglige de dire, cependant, par rapport à cette situation, c'est pourquoi cette situation est arrivée, pourquoi cette situation prévaut présentement. Et l'article du New York Times démontrait qu'il y avait 3 raisons principales, qui ne sont jamais soulignées d'ailleurs par le gouvernement. La première raison, c'est la déficience du système d'éducation
américain au niveau primaire qui est en train de fournir ou de développer, si vous voulez, une main-d'œuvre moins bien qualifiée, ou peu qualifiée par rapport à la génération précédente. En fait, l'article, lorsqu'on se donne la peine de le lire, mentionne que pour les Américains et Américaines de 55 à 65 ans, ces gens-là ont des qualifications qui sont supérieures à la moyenne des pays industrialisés. Et lorsqu'on parle à la génération des 16 à 24 ans, ils tirent de l'arrière. Ils sont maintenant derrière, en fait, en termes d'alphabétisation, en termes d'habilité mathématique ou encore d'habilité technique ou technologique. Ils sont maintenant derrière le Canada, l'Australie, le Japon, la Scandinavie, et ainsi de suite. Donc, l'une des raisons principales de l'écart maintenant entre les Américains et les Canadiens à ce niveau-là vient du système d'éducation. Ce pourquoi le gouvernement a très, très peu à voir, en fait, parce que l'éducation est de compétence provinciale. Un deuxième, puis j'aimerais vous le citer, en fait, directement de l'article du New York Times, une deuxième raison ou un deuxième facteur qui explique l'écart qui a rétréci, en fait, entre la classe moyenne américaine et canadienne. Je vais le lire en anglais, bien entendu. A second factor is that companies in the United States economy distribute a smaller share of their bounty to the middle class and poor than similar companies elsewhere. Top executives make substantially more money in the United States than in other wealthy countries. The minimum wage is lower. Labor unions are weaker. Alors, de par l'article du New York Times, on peut en déduire en fait que l'un des facteurs au Canada qui contribue justement au fait que notre classe moyenne maintenant, relativement à celle des États-Unis, parce qu'on ne parlera pas de l'Europe, bien sûr, est maintenant plus élevée, légèrement plus élevée, c'est en raison de la force, encore une fois, relative du mouvement syndical au Canada par rapport aux États-Unis. Et pourtant, on fait face à un gouvernement qui se bat présentement pour diminuer cette force syndicale au Canada. Alors, ce n'est pas en raison de leur politique positive. Au contraire, c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint le point culminant dans la politique de destruction d'une classe moyenne assez forte. Le troisième point qui est important, et encore une fois, je le tire de l'article du New York Times, c'est au niveau de la redistribution de la richesse. Aux États-Unis, la redistribution est bien moins efficace que celle que nous avons au Canada. Et encore une fois, la plupart des politiques qui ont été amenées par le gouvernement depuis 2006 n'ont pas été en termes d'une redistribution plus équitable, comme en témoigne, entre autres, l'augmentation de l'inégalité des revenus. Et encore une fois, le gouvernement se targue de politiques économiques qui ont contribué justement à accroître cette puissance ou cette force de la classe moyenne. Mais si l'on en juge par les commentaires et l'explication du New York Times par rapport à cet article, on en vient à constater que ce n'est pas la force canadienne de l'économie qui a amené cette diminution de l'écart et en fait le fait que nous avons surpassé ou que notre classe moyenne a surpassé celle des États-Unis en termes de richesse, mais c'est beaucoup plus en raison de la faiblesse des politiques américaines dans la matière. Alors, si j'étais le gouvernement, je serais très prudent lorsque je tirerais des conclusions significatives d'une anecdote qui est en fait un ensemble de données intéressant, qui nous donne une image intéressante de la qualité de vie, si vous voulez, de la classe moyenne par rapport à celle des États-Unis. Mais comme pour toute autre situation économique, l'image est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait nous présenter. Et en fait, de par l'analyse de ceci, il y a des experts, des analystes, des économistes qui ont bien demandé de faire attention à l'analyse de ces documents et d'en tirer des conclusions trop larges. William Robson, qui est le PDG du CDAO Institute, l'Institut CDAO, a souligné en fait que lorsqu'on parle de la classe moyenne canadienne, on parle d'une classe moyenne canadienne dont les revenus ou dont la richesse croît plus faiblement que le reste de la population. Donc, on parle des Canadiens et Canadiennes plus aisés ou encore plus pauvres. Alors, on a beau se péter les bretelles en se disant que notre situation est bonne par rapport à celle des États-Unis, il reste que le gouvernement, loin d'avoir démontré de par leur politique, de par leurs actions, qu'ils ont contribué à renforcer la classe moyenne. Bien au contraire, cette classe moyenne continue à s'affaiblir par rapport au reste de la population. Et au bout du compte, c'est l'une des conclusions à laquelle en arrive la CIBC dans son étude, ou une interprétation des données qu'on peut en faire. Si la qualité des emplois est moindre, si l'emploi est plus précaire, si l'emploi à temps partiel croît plus vite que les emplois à temps plein, le pays ne s'en tirerait pas mieux, bien au contraire. Et ce sont des mesures à laquelle nous devons nous adresser. Et c'est la raison pour laquelle je suis fier qu'au NPD, nous commençons, nous l'avons fait déjà depuis belle lurette, à dévoiler les pans de notre programme économique qui vise justement à renforcer la classe moyenne.
Merci, Monsieur le Président.